Et nous, on s'est dit, un jour, on y arrivera, on mettra de la chair et du sang sur le squelette de la domination. Ça ressemble à quoi un corps de riche? Le rôle de la sociologie, c'est de rendre visible ce qui est caché, ce qui est invisible. Tu dis ça, mais qui c'est qui gagne à la fin? C'est les riches. Voilà. Si nous tous, les plus nombreux, on se met en colère et on décide qu'on n'en peut plus, eh ben, c'est des géants au pied d'argile, hein, ils ne sont pas très nombreux. Bonjour tout le monde, vous êtes dans le premier podcast du journal Fakir et je suis Damien Maudet, député de la Haute-Vienne, mais aujourd'hui je ne suis que le présentateur de cette émission. Avec moi aujourd'hui Monique Passon-Charlot. Bonjour Monique Passon-Charlot. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous avez été directrice de recherche au CNRS. Vos études, votre terrain d'enquête privilégié favori, c'est assez modestement la bourgeoisie, la grande bourgeoisie. Des fois vous dites les capitalistes, mais tout simplement les riches, les très riches, les ultra riches, toutes les nuances de riches. Donc notamment avec un travail sur la ségrégation urbaine, parce que ça implique forcément ça, la reproduction sociale, l'entre-soi, l'homogamie sociale. Avec votre mari Michel, vous avez écrit plus d'une trentaine d'ouvrages, dont notamment Dans les beaux quartiers, c'est votre premier ouvrage en 1989. La chasse à course, Hérite et ses enjeux en 93. Grande fortune, dynastie familiale et formes de richesse en France, qui était une étude aussi sur les patrons et comment des nouveaux patrons arrivaient à s'intégrer ou pas à la bourgeoisie. Le président des riches, sous Nicolas Sarkozy, le président des ultra-riches, sous Emmanuel Macron, et on discutera peut-être dans le podcast de la nuance entre les deux. Les ghettos du Gotha, comment la bourgeoisie défend ses espaces en 2007. Je l'ai placé parce que moi, c'est comme ça que je vous ai connu. J'étais étudiant en sociologie à l'université de Limoges, et donc c'était avec une lecture d'une partie du ghetto des Gotha que j'ai découvert tous vos travaux. Ensuite, vous avez varié les formats, avec notamment un format en bande dessinée qui rendait les choses plus accessibles, avec une bande dessinée que je voulais acheter à mon frère qui est devenu petit patron, pensait qu'il viendrait Bernard Arnault, et une qui s'appelle Riche, pourquoi pas toi. Je ne l'ai pas encore fait, ce sera pour Noël prochain. Panique dans le 16e aussi également, on pourra en citer d'autres. Et une autobiographie, Notre vie chez les riches, que vous avez rédigée avec Michel. Et d'ailleurs, c'est dedans où on apprend qu'il y avait une section du Parti communiste français dans le 7e arrondissement de Paris, aujourd'hui arrondissement de Rachida Dati. Mais on y reviendra. On a parlé de différents formats, et là, vous avez alors, est-ce qu'on peut dire coécrire un ouvrage? Oui, on a collaboré pour faire ce livre qui marie à la fois la sociologie et surtout les photographies de Gwen Dubourg-Toumieux, qui a pu pénétrer dans les cercles, dans les rallyes, faire des photos. Et du coup, quand il a pris, qu'on lui a dit, tu fais des photos, on dirait du Pinson Charlot. Alors il a dit, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Il ne nous connaissait pas. Donc il est allé acheter un livre. Et puis quand il raconte, il dit qu'il a acheté tous les livres et que du coup, voilà, il est venu nous voir. Et nous, quand on a reçu Gwen Dubourg-Toumieux en 2016 dans notre jardin, vraiment, on s'est dit, il faut faire quelque chose ensemble parce que ces photos sont vraiment extraordinaires, sociologiquement extrêmement bavardes. Pour ceux qui nous regardent, on vous mettra toutes les photos en affichage, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, j'avais appelé ça au début un documentaire photo réalisé avec Gwen Dubourg-Toumieux, mais c'est Bien sûr, on peut en partie dire, ça, et le titre Entre soi, le séparatisme des riches, et nous allons y revenir. Monique Pinson-Charlot, merci d'être avec nous pour ce podcast. On va essayer de ce podcast qui va essayer de tout faire ruisseler, que ce soit les connaissances, les richesses, peut-être plus tard si on arrive tous et tous à s'organiser, et le podcast réalisé donc par le journal Fakir, le journal qui est fâché avec presque tout le monde. Alors j'ai une première question sur une partie un peu plus biographie, si les personnes ne vous connaissent pas. Déjà la question, c'est un peu pourquoi, avec votre mari Michel, vous avez décidé de concentrer l'essentiel de vos travaux sur les riches, sur la bourgeoisie française ou sur les capitalistes? ben, je pense que c'est lié à nos histoires personnelles, à la façon dont on a été construit. Donc Michel, il est fils d'ouvriers très pauvres des Ardennes, et puis il vivait dans des conditions misérables de génération en génération. Et puis lui, il s'est retrouvé avec un QI exceptionnel, donc il a été repéré. Et, euh, et du coup, il a été comme une espèce de transfuge de classe, mais individuel. Et au fond, Michel, je pense il se serait senti proche d'Annie Ernaux quand elle a déclaré, quand elle a eu son prix Nobel. Avec ce travail que j'ai fait, j'ai voulu venger ma race ou ma classe. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle a employé. Et Michel, voilà, une volonté collective de
de lutter contre des inégalités dont il a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert pendant toute son enfance et adolescence. Et puis moi, c'est une histoire totalement différente puisque je suis la fille du procureur de la République de Lozère, Mende. Et donc, comme il était très autoritaire et très friand de sa personne, il n'y avait que lui, il y avait 4 enfants à table plus ma maman, et il n'y avait que lui qui avait le droit de parler. Et du coup, il parlait que de lui. Et il nous racontait toute sa carrière, enfin tout ça. Et comme on avait des oreilles, voilà, après c'est rentré. Puis moi, je me suis dit, ben, un jour, peut-être que je ferai quelque chose de tout ça. Et est-ce qu'on peut dire, Fakir souvent se bat contre, l'invisibilisation des essentiels, le fait qu'on ne voit pas assez les essentiels, sous les lumières dans notre société. Est-ce que vous vous battez contre l'invisibilisation des riches? Ah ben tout à fait. Mais alors, oui, tout à fait. Vraiment Bachelard, il disait: «Il n'y a de science que du caché», et justement le rôle de la sociologie, c'est, de rendre visible, ce qui est caché, ce qui est invisible. Nous avons fait en réalité, un petit acte de désobéissance institutionnelle, heu, au CNRS, parce qu'on était, chercheurs au CNRS, qui est un statut, extrêmement privilégié. Nous, on veut faire quelque chose enfin, sur les capitalistes, sur les puissants, sur la classe dominante. Alors, comme on a été, adhérent au Parti communiste, militant au Parti communiste dans le 7e arrondissement au début des années 70, et puis qu'on a suivi des écoles, du Parti communiste, et c'est là vraiment qu'a été prise la décision. On en a eu tout d'un coup marre d'entendre parler du capital, du capitalisme monopoliste d'État, et nous, on s'est dit: «Un jour, on y arrivera, on mettra de la chair et du sang sur le squelette de la domination», et on a pu le faire grâce à notre statut, au CNRS. On se pose la question à un moment donné de: «Mais comment ça se fait que vous ayez pu, en fait, vous parlez du capitalisme, vous avez pu l'approcher, de si près?» Comment elle s'est passée justement, cette intégration? Le fait comment vous avez pu jouer comment vous avez quel a été votre premier terrain d'enquête? Comment vous avez fait pour créer des relations, de confiance aujourd'hui, chez les riches? Et comment ça se fait que vous ayez pas été, qu'après vos premiers ouvrages, vous ayez pu encore, continuer de les rencontrer, de les voir? Enfin, Ah oui, comment ça s'est s'est passée cette intégration-là? très, très bien passé du début des années 80 jusqu'à ce qu'on publie Le Président des riches sur Nicolas Sarkozy, et c'était quand même qu'en 2010, donc ça fait quand même pas mal d'années de collaboration, intéressante, en tout cas pour nous. En fait, la classe dominante, l'oligarchie, n'a pas vocation à être soumise à l'investigation sociologique. Et Et dans ce cas-là, pourquoi? Parce que, en fait, la classe sociale dominante, comme elle est au top de tous les secteurs de l'activité économique et sociale, elle mobilise une pensée, relationnelle. Elle mobilise une pensée, non substantialiste, qui est la pensée des dominants, pour que tout soit bien cloisonné dans nos têtes et que jamais on puisse comprendre cet arbitraire, des privilèges liés au seul système, capitaliste. comprendre et remettre en question Voilà, le fait et que déjà comprendre, dévoiler, déconstruire, les évidences, néolibérales pour reconstruire, éventuellement une perspective post-capitaliste qui elle-même, on peut dire, recrée, enfin, donne du sens à notre humanité. Donc du coup, c'était un projet, important, on avait bien conscience que c'était gigantesque, et donc on y allait très tranquillement parce qu'on avait des systèmes de sécurité. On avait un système de sécurité suivant: notre directeur de laboratoire, Paul Rendu, était issu de ce milieu, du milieu de la grande bourgeoisie, liée au vin, du côté de Perpignan. Et donc ce directeur de laboratoire, avec lequel nous avons beaucoup travaillé, avec lequel nous avons été très proches, nous a dit qu'il nous aiderait, si on décidait de travailler sur sa classe. Avec Michel, on s'est dit: «Il faut d'abord qu'on apprivoise, qu'on aille se promener», qu'on a organisé en fait notre vie. Notre fils avait quitté, la maison, ou était sur le point, enfin, disons qu'il était complètement autonome. Donc on s'est mis à organiser notre vie dans les beaux quartiers. Donc on quittait Bourg-la-Reine et on y allait exprès à pied. Ça faisait, 5 ou 6 kilomètres pour aller rejoindre le 16e, le 7e ou Neuilly.
pour traverser les quartiers justement, pour voir. On voulait vivre avec nos pieds parce qu'avec Michel, ça a été ça aussi une de nos particularités. On a toujours contesté, l'idée de l'intellectuel. C'est-à-dire que nous, on a toujours dit: «On est des êtres» tout est logique, hein, dans ce que je vous raconte puisqu'on refusait nous-mêmes d'être découpés en tranches de saucisson et donc on se disait: «Il faut qu'on vive avec nos corps, on ne peut pas rester dans des réunions qui nous embêtent, il faut qu'on marche, il faut qu'on explore», voilà. Alors donc on partait à pied de chez nous et on allait à Neuilly. Et quand un jour, un chercheur nous a dit dans un séminaire, les pinsons Charlot vont trop loin, alors Michel, il a rigolé, il a dit: «Non, faut juste pour la Reine à Neuilly et en plus on y va à pied». Voilà et donc on a organisé notre vie, on allait au cinéma là-bas, on faisait nos courses, on prenait le café, enfin on allait au restaurant, on avait un peu organisé pour bien, prendre des notes sur, ce qui nous frappait, sur les corps, ce qui nous frappait sur, les relations, on posait des questions aux commerçants, enfin voilà, on a fait tout un travail préparatoire de plusieurs mois. C'est fait une mue. Voilà, pour être prêt. Puis Paul Rendu nous a donné, des contacts avec sa famille, donc c'était pas trop difficile, qu'on a bien préparé. On a essayé d'être à la hauteur du cadeau et puis, ben, ma foi, comme on avait bien compris que tout était basé sur la cooptation sociale, c'est-à-dire que c'est pas les statisticiens, ni de l'INSEE, ni les sociologues du CNRS qui décident qui fait partie de cette classe ou pas, c'est eux-mêmes. Le système de la cooptation est absolument de tous les instants et de toutes les institutions, hein. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que c'est vraiment eux qui choisissent avec des critères sociologiques, avec l'utilisation du botamandin, du ouzou, du botamandin surtout, et puis l'utilisation des connaissances qu'ils peuvent avoir sur les familles en travaillant sur différents ouvrages, sur les mémoires, sur les connaissances du milieu, sur lui-même. Alors juste pour la petite, le petit, pour expliquer un peu ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le bottin mondain et le wouzou, donc le qui est qui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Alors c'est différent. Le botamandin est vraiment basé entièrement sur la cooptation sociale, pour des familles vraiment issues de la noblesse ou de la bourgeoisie, avec pas mal de quartiers de bourgeoisie. C'est-à-dire que c'est plutôt les dynasties familiales. Mmh. Voilà. Alors là, je ne suis pas capable tout d'un coup de vous dire combien il y a de notices dans le botamandin. Il me semble que c'est 42 000, mais ça, je ne suis pas sûre de moi. Et pour le ouzou, je suis à peu près sûre de moi, il me semble que c'est 20 000 et le ouzou, c'est beaucoup plus la réussite, et l'importance de quelqu'un par rapport à son travail, par rapport à une certaine notoriété, disons, liée à une réussite professionnelle ou D'accord, c'est une sorte de recensement des riches, quoi. On peut s'en procurer, où on veut un bottin mondain et un oui, ouzou? les 2, oui, OK. il suffit de payer. Bah, et ben, on le paiera, on fera payer ça à Fakir et puis on récupérera ça pour l'avoir, en décoration. Je vous ai coupé juste pour la petite explication, mais et donc là, Paul Rendu vous donne, donc des contacts et en fait, vous avez, c'est quand même, c'est un travail de caméléon. Ça veut dire que pendant des mois, vous avez travaillé à vous transformer en riche un peu? Est-ce que vous avez Non. travaillé sur vos vêtements, vos. Alors oui, bien sûr, parce que si de toute façon, comme sociologue, avant, on a beaucoup travaillé sur les ouvriers, sur des classes moyennes. J'ai travaillé aussi sur la haute fonction publique. Et chaque fois, c'est une clé d'empathie par rapport aux gens avec lesquels on est en contact, que d'essayer de les respecter par une tenue qui paraisse assez neutre, quoi, Mmh. dans l'échange. Et donc c'est quoi le retour, avec, Michel? Vous écrivez, vous faites tout un tas d'études, d'enquêtes. C'est quoi les retours, enfin des riches que vous avez eus quand ils se voient, d'une part, en fait, dans les ouvrages et même que vous, du coup, vous démontez structurellement leur position? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que pour eux qui sont là, dans une espèce de légende méritocratique aussi, j'imagine, ou alors est-ce qu'ils ont ils ont une conscience de savoir qu'ils sont là par chance ou? Bah, c'est-à-dire qu'on a tout ne s'est pas mélangé. Là, aujourd'hui, je suis tout à fait capable, me semble-t-il, de parler de tous les aspects, mis en œuvre pour, passer de la domination économique à la domination symbolique, ce qui signifie
que les membres des classes moyennes et des classes populaires reconnaissent aux capitalistes leur supériorité et donc acceptent ce type d'exploitation et de domination de classe. Mais ça s'est pas fait d'un seul coup, parce qu'il a fallu au départ, on s'est dit, bon, on va prendre le plus facile, puisqu'on était spécialiste de la sociologie urbaine. On avait beaucoup travaillé sur les problèmes de ségrégation, moi pour le commissariat au plan, Michel pour le ministère de l'équipement. Et du coup, on s'est dit, bah, voilà, on va commencer à travailler sur les beaux quartiers, d'où le premier livre dans les beaux quartiers. Et puis c'était facile, puisqu'il suffisait de marcher dans la rue, voilà, c'était accessible. Ensuite, donc, on passe aux entretiens. Là, on a compris que la classe fonctionne exclusivement sur le mode de la cooptation sociale. Et donc là, nous sommes reçus par la famille de Paul Rendu dans un premier temps. Et puis là, dès qu'on faisait un entretien, soit Michel, soit moi, on demandait à la fin de l'entretien, mais écoutez, vous avez parlé de telle personne, vraiment c'est passionnant ce que vous m'avez dit vous-même, et cette personne-là est très prometteuse de pouvoir répondre à de nouvelles questions. Est-ce que vous pourriez me mettre en contact avec elle? Et ça a toujours marché. Et petit à petit, très vite, on s'est fait on s'est construit un capital social absolument extraordinaire. Et donc, on a eu accès au cercle, on a eu accès, vraiment, ça s'est magnifiquement passé, quoi. On avait accès à tout. On était très respectueux. On a eu accès à quelque chose là qui est vraiment très secret. C'est la liste des membres des cercles. Les annuaires des membres des cercles, on ne peut pas y avoir accès comme ça. Et donc, il a fallu qu'on se fasse recommander pour avoir accès au Jockey Club, au Cercle de l'Union Interalliée, l'Automobile Club, enfin voilà. Et là, ça a été très important parce que du coup, on a pu travailler, Michel et moi, sur des listes exhaustives, cercle par cercle, avec les adresses, avec le nombre d'enfants, etc. Donc, on était tenu à l'anonymat, mais on pouvait statistiquement, en tout cas, établir des liens, en tout cas, d'objectivation dans l'espace urbain de la lutte de classe. C'est-à-dire que c'était les beaux quartiers, c'est vraiment une concentration exclusivement réservée à ces familles. Je vais revenir juste après justement sur la question des cercles et de tout ce qui existe comme instance, institution pour que les riches pérennisent la classe, la caste ou peut-être même des fois on se demande la race. Euh, Oui. Est-ce que déjà vous pouvez me dire, quand vous écrivez donc entre soi le séparatisme des riches, c'est quoi un riche? Parce que mon médecin il est un peu riche, mais Bernard Arnault il est bien plus riche que mon médecin. Ah oui, ça n'a rien à voir, non seulement ça n'a rien à voir par rapport à la richesse économique, parce qu'en réalité, pour être riche, la richesse économique est la condition nécessaire, mais pas du tout suffisante, parce que la vraie richesse de cette classe sociale, elle est enchevêtrée de 4 éléments. Alors, il y a la richesse économique, la richesse sociale, c'est-à-dire on ne peut pas rester longtemps riche tout seul, il faut vraiment s'intégrer dans le groupe, dans cette classe, jouer le jeu. Il n'y a même pas besoin de jouer le jeu, on est formé en principe pour être en adéquation avec sa classe et que tout paraisse couler de source. Alors j'ai dit richesse économique, richesse sociale, richesse culturelle, pour valoriser, pour montrer qu'on est supérieur, qu'on est cultivé, etc. C'est le monde des riches, c'est le monde des collectionneurs d'art, c'est le monde des grandes écoles, c'est le monde des propriétaires de sociétés de vente aux enchères, etc. Ensuite, et la dernière forme de richesse, donc richesse économique, richesse sociale, richesse culturelle, c'est la richesse symbolique, cette richesse qui vient symboliser les autres formes de richesse. Alors le symbole passe par les corps, c'est très omniprésent dans le livre de photos de Gwen Dubourg-Toumieux, là. C'est aussi le symbole du château classé monument historique. C'est voilà, l'imposition d'une supériorité. Une sorte de mépris, une sorte de Non, pas de mépris, de domination. violence, de Violence violence symbolique, comme symbolique. dirait, Voilà, comme dirait Bourdieu. Pierre Bourdieu. Pourquoi, compte tenu de ce que vous avez pu dire sur les riches, pourquoi nos auditeurs ou les personnes qui nous regardent, pourquoi eux, ils peuvent pas être riches? Bah, d'abord parce que Riches, pourquoi pas eux? j'ai bien expliqué que c'était des dynasties familiales, donc on ne s'improvise pas dans ce milieu comme cela. Et donc, l'enquête que nous avons faite sur, alors je ne sais plus comment ça s'appelle,
nouveau patron, nouvelle dynastie. Eh bien là, nous avons travaillé, nous avons couché sur le divan familial 30 patrons qui ont fait une richesse colossale à la première génération et nous les avons questionnés en profondeur sur toute leur histoire pour comprendre ceux qui allaient être cooptés dans le club du Gotha et ceux qui n'allaient pas l'être. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était vraiment ceux qui envisageaient de transmettre ou qui avaient déjà commencé à transmettre, puisqu'on les prenait à partir de 50 ans, à un moment où on envisage la transmission, ceux qui envisageaient de transmettre et ceux qui avaient dissocié complètement leur famille de l'entreprise qui avait valu leur soudaine richesse à la première génération. Et c'est ceux-là qui, du coup, ne rentreront jamais, Voilà. ne s'intégreront pas, du coup, à la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'argent, mais ne pas être accepté par ce milieu-là. Oui, à pas être accepté, puis peut-être pas en avoir envie. Enfin, en tout cas, voilà, certains se donnent peut-être les moyens d'eux, mais le critère, c'est vraiment la notion de dynastie, toujours avec cette idée de prédation sur le temps long. Est-ce que ça explique aussi des choix, parfois justement de mariage, de certains riches? On peut repenser des fois à Xavier Niel qui s'était, marié avec, la fille de Bernard Arnault. Est-ce que c'est dans ce sens-là, lui qui est une Et sorte de il est parvenu du toujours coup, marié, non? oui, il est toujours marié, oui, 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 avec il est elle. toujours Lui qui est marié. une sorte de parvenu, pas accepté au début par les riches et après c'est dans ce schéma-là d'aller Voilà, chercher, c'est ça. Enfin, c'est dans ce ça ils se sont peut-être trouvés, oui, bien d'ailleurs, sûr, parce qu'après il y a on va y revenir. on Tout va y un revenir. système qui existe, Voilà, pour les rencontres. alors on va venir on va revenir aux rencontres. Il y a une première question, il y a toute une partie sur les corps, Mmh. sur le sport. Ça ressemble à quoi un corps de riche? Et ça fait quel sport, Beh, un riche et c'est-à-dire pourquoi faire cette c'est focale-là sur le sport justement bah, dans le livre? c'est-à-dire que là, l'enjeu du travail sur la fabrication du corps des élites, enfin des membres de cette classe, de cette caste, c'est parce qu'il y a un enjeu fondamental, au final. Il faut naturaliser l'arbitraire des privilèges. C'est-à-dire qu'il faut que cet arbitraire du système capitaliste, qui permet quand même d'exploiter non seulement les êtres humains, mais les animaux et la nature, et voire de mettre à mal l'habitabilité de la planète avec le réchauffement climatique aujourd'hui, eh bien, ça doit, on doit, toujours, on doit le masquer, cet arbitraire. Parce qu'au fond, ça tient à pas grand-chose. Si nous tous, les plus nombreux, on se met en colère et on décide qu'on n'en peut plus, eh ben, c'est des géants aux pieds d'argile, hein, ils sont pas très nombreux et ça peut, voilà. Et donc du coup, ils sont toujours mobilisés pour masquer cet arbitraire. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc il faut transformer cet arbitraire en qualité naturelle, en qualité innée. Ils ont des corps de classe parce qu'ils mangent bien, ils font beaucoup de sport et puis surtout, il y a une vraie discipline, par exemple, moi quand j'ai demandé un jour à une dame, je lui ai dit au début: j'ai remarqué en me promenant dans les beaux quartiers qu'il y avait pas de femmes avec des franges» et elle m'a regardée en me disant, «Oui bon, enfin c'est pas que ça fait mauvais genre, mais». Voilà, donc il faut avoir le port de tête dégagé, altier, bien se tenir droit, on n'est jamais avachi, enfin les et puis ils portent des vêtements, qui sont adaptés à leur corps avec des étoffes toujours très naturelles. Enfin, moi j'ai fait des essais comme ça, de vêtements, de tailleur Chanel, enfin et tout ça et j'ai trou je donc ils sont comme dans des survêtements, à l'aise, avec des corps qui sont bien travaillés par le sport, par la bonne nourriture, par, aussi, le fait d'aller souvent à la campagne, enfin voilà. Parce que du coup, dans le sport comme dans leur vie de tous les jours, ils ont besoin de montrer qu'il y a une sorte de mérite à tout ça, Oui, c'est ça, il c'est en fait, faut c'est ça qui du coup, ça rejoint même l'idée de le mythe de la méritocratie, c'est eux qui en ont le plus besoin, en fait. De voilà, nous faire alors croire que on va plutôt employer le terme d'éritocratie dans leur cas. mais Ça, c'est intéressant. héritocratie, mais eux vont le vendre comme la méritocratie, le Voilà, truc. c'est ça. C'est-à-dire que le contraste entre les corps des familles les plus populaires, les familles les plus pauvres qui, n'ont que la nourriture industrielle, comme nourriture, avec des problèmes de surpoids. Je veux dire, c'est quand même, la lutte de classe, elle est non seulement objectivée dans l'espace urbain, mais elle est aussi objectivée dans les corps et ça, c'est d'une violence symbolique. Tout à l'heure, on a parlé, vous avez dit peut-être que, Xavier Niel et Delphine Arnault, sont tombés amoureux, se sont trouvés.
Il y a quand même certaines choses, alors peut-être que c'est pas le cas de Xavier Niel qui lui était peut-être un peu plus parvenu, mais dans le livre, il est fait mention de la famille, de l'école et des rallyes. Et en quoi ces 3 instances de socialisation, elles sont essentielles pour pérenniser la classe? Et le premier mot qui vient, c'est du séparatisme. Ah ben, le titre est là, hein, voilà, on est d'accord là-dessus. Donc c'est Dans oui, la famille déjà peut-être, déjà voilà, Bourdieu disait, les grande grands des les grandes et grandes familles. oui, c'est ça, des grandes familles parce qu'il faut surtout pas rater la transmission, de l'héritage. Si jamais il y a qu'un enfant et que l'enfant, ait un accident de voiture et meurt, bah, s'il y a pas à côté tout un travail, d'affection, forte avec d'autres membres de la famille, les neveux, les cousins germains et cetera, et bien, ça peut être la catastrophe. Donc, toujours, c'est jamais papa, maman et bébé, c'est toujours dès la naissance de l'enfant, il ou elle porte une robe de baptême qui vient d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère pour bien signifier, l'appartenance à une dynastie et puis, tout au long, de la vie, ça va être des repas familiaux. Donc souvent, il y a des châteaux en province et on est très nombreux. Nous, on a assisté à beaucoup enfin, oui, à pas mal de rencontres comme ça, très très élargies, vraiment très élargies. La famille, éduque les enfants avec les codes qui sont décrits là dans ce livre, c'est-à-dire le sport, la bonne nourriture, les contacts, entre enfants avec la famille et cetera. Et puis ensuite, il y a une deuxième instance de socialisation, alors la famille, l'école. Alors là, les écoles de la bourgeoisie sont, spécifiques. Oui, vous dites, enfin, on a l'impression que c'est des zadistes, vous dites: «Ils sont autogestionnaires». Il y a une espèce d'autogestion dans l'école des bourgeois. Oui, mais je suis désolée, c'est comme ça. Du coup, même combat, la ZAD et les bourgeois. Non, c'est-à-dire Alors pourquoi mais du coup autogestionnaire? Je non, vous alors taquine, mais alors mais non, mais c'est pourquoi? pas vous me taquinez pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on a découvert, si vous voulez, parce que comme nous, on faisait vraiment un vrai travail de chercheur, du coup, on n'avait pas de filtre, on n'avait pas de mauvaises, intentions à leur égard et on regardait, on écoutait, on analysait, on déconstruisait, reconstruisait, on faisait notre boulot de chercheur et du coup, effectivement, on s'est aperçu très vite que, les collèges, les écoles de la bourgeoisie mettaient en œuvre, ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles qui sont apparues à la fin du 19e siècle. Montessori et Oui, cetera. Oh. Desmoulins, Freinet, il y a voilà, tous ces systèmes. Parce que, finalement, les jeunes, de ces écoles n'auront jamais de personnes qui leur seront, supérieures. Donc il faut leur apprendre à, être, responsables et à savoir travailler tous ensemble, à savoir, et donc par exemple à l'école des Roches, c'est là où on a mené la plus grosse enquête à l'école des Roches. Donc les jeunes, travaillent en autogestion avec la responsabilité. Alors il y a un chef, mais après celui qui est responsable après se remet dans la meute, puis il y a quelqu'un d'autre qui devient responsable à sa place. Donc un système, enfin démocratique et où laissant, le collectif de travail déployer, ses idées et voilà, puis après les soumettre aux professeurs. Et puis, alors donc, voilà, les écoles, permettent de créer d'élargir. Ça fonctionne finalement un peu comme la famille, on pourrait dire, mais, de façon plus large. Et puis alors les rallyes, c'est une instance de socialisation qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, en 1950, à un moment où justement l'école est devenue obligatoire, où le préceptorat, qui était très Mmh. pratiqué par ces familles, est devenu, quasi impossible. Et donc là, il a fallu, créer cette instance pour éviter à tout prix les mésalliances, parce qu'à l'école, il peut y avoir quand même des brebis galeuses et voilà et donc du coup, Très concrètement, les rallyes, ça veut dire que, enfin, pour expliquer à tout le monde, c'est on met les riches mettent leurs enfants au même à endroit pour partir qu'ils de fassent 10 ans, oui. qu'ils fassent quoi? Des jeux, Alors des je vais vous expliquer parce que c'est aussi une instance de socialisation avec des étapes comme une école. Donc vous commencez alors ce sont d'abord en principe les mères. Statistiquement, c'est les mères qui se mettent à plusieurs, puis qui font une liste. Et elles travaillent avec le botin mondain, elles travaillent avec tout ça, toujours par le système de cooptation. tout le monde ne peut pas mettre, moi si j'ai un fils ou une fille, je peux pas les mettre au rallye, quoi.
Ben Tout le non, monde ne peut pas le faire. tout le monde non, non, il faut être dans ce milieu et puis avoir envie de voilà et donc après donc ça commence par, alors la première étape, c'est des visites tous les enfants du rallye ensemble. Alors, par exemple, ils vont visiter l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris et bien entendu, c'est l'ambassadeur qui les reçoit en personne, qui a organisé un délicieux petit goûter, dans les salons de l'ambassade. Ensuite, l'étape suivante, c'est, l'apprentissage des jeux de société, le bridge, voilà les jeux qui caractérisent, cette classe. Ensuite, c'est l'apprentissage de la danse. Alors là, il y a des photos extraordinaires, hein, parce Oui, qu'on sur, voit on voit les postures des acteurs, hein. Pour ça, j'ai emprunté une phrase extraordinaire d'Éric Vuillard sur les que ce sont des acteurs, une telle maîtrise de leur corps, une telle élégance, une telle, incroyable. Les ra et puis alors ap celle-ci notamment. ah ouais, le On la remettra, on la réaffichera, mais c'est assez on dirait que c'est enfin, bon, je vous remettrai toutes les photos, mais on a l'impression que ça paraît tellement irréel tout ça, mais ouais, ouais, c'est irréel par donc rapport à ils apprennent la danse du coup. oui, voilà, donc ils Alors apprennent la danse, le rock, le rock, je oui, taquine, oui, Maxime, mon directeur de cabinet que j'aime bien taquiner parce qu'il apprend le rock, en vue de son mariage justement, mais donc comme dans les rallyes quoi. oui, ben ça, bien sûr. Ils savent un peu tout danser à vrai dire, hein. Ils ont quand même voilà, des corps qui sont adaptés à la fête, qui sont adaptés à et ensuite la dernière étape, bah, c'est les grandes soirées dansantes et donc bah, là, c'est en fait alors toute la stratégie du rallye, en fait, c'est pour apprendre vraiment à, reconnaître son semblable, à aimer son semblable et à, renoncer, on ne peut pas dire fuir, ça serait peut-être un mot trop fort et à renoncer à une mésalliance. Voilà, Mais c'est enfin, ça l'objectif. Alors c'est très fort parce qu'autrefois, ça fonctionnait pas comme ça. Il y avait toujours une tante qui avait la spécialité de marier, de faire les riches mariages d'amour, hein. Tandis que là, c'est très fort parce que finalement, c'est par le plus grand des hasards. J'étais invitée à un bal, par exemple, à l'ambassade de Grande-Bretagne, et Charles-Henri ne devait pas y être. Et puis, moi, je ne devais pas y aller. Nos parents se connaissent et voilà. Et puis, on est tombés fous amoureux et c'était un coup de foudre extraordinaire. mais Donc, c'est le coup de foudre, la liberté de choisir avec qui on veut vivre et qui est en fait vraiment organisée euh, collectivement, hein. C'est pas, il n'y a pas il y a pas, voilà, c'est collectivement, c'est le fonctionnement d'une classe sociale. Mais c'est impressionnant parce que, enfin, si on met les pieds dedans et si aujourd'hui, on mettait, si les je sais pas moi, les au pif, les musulmans décidaient de mettre, tous leurs enfants ensemble pour qu'ils puissent, enfin, dès le début pour, justement avec cette socialisation-là et tout ça, on hurlerait, le nouveau ministre de l'intérieur hurlerait au séparatisme et là, ça passe sous les radars alors que c'est un entretien, quand on rajoute à ça aussi les écoles qui des fois sont même, publiques pour ce qui est de l'école de la Légion d'honneur, qui est décrite d'ailleurs dans l'ouvrage, qui est une école publique en Seine-Saint-Denis en plus et qui en fait est l'école des ceux qui ont la Légion d'honneur très souvent ce sont déjà des riches, enfin les amis du président. Il faut plusieurs quartiers de Légion d'honneur. C'est-à-dire que là aussi, l'idée de la dynastie est Et présente. ça veut dire que même l'État d'ailleurs met des moyens pour entretenir Ben, je la comprends. caste. Ah ben, je comprends. Ben là, c'est l'école publique la plus dotée financièrement, hein, Qui est en Seine-Saint-Denis. c'est qui est en Donc bien Seine-Saint-Denis. différente de d'autres écoles de Seine-Saint-Denis. Mais du coup, c'est assez incroyable comme cette histoire de rallye et ça mériterait d'être, enfin moi quand je vois ça, j'ai eu des copains qui m'ont raconté qu'eux du coup avaient des amis qui avaient fait des rallyes, mais c'est quand même, complètement, impressionnant quoi, quand on sait, à quel point, enfin toute cette énergie pour être sûr que jamais, jamais une de leurs filles ou un de leurs fils n'épouse Mais un n'empêche, prolétaire, c'est d'accord, impressionnant. tu dis ça, mais qui c'est qui gagne à la fin? C'est les riches. Voilà, c'est eux. C'est-à-dire que si tu veux, toute cette mobilisation, toute cette organisation et j'espère qu'on va avoir le temps de revenir Mmh. sur, le fonctionnement même parce que j'ai des Mmh. choses vraiment importantes à dire. C'est tellement, ça qu'il faudrait que nous, on arrive à mettre en place, que, c'est une sacrée leçon que d'avoir travaillé, d'avoir montré, Michel et moi, qu'en articulant la théorie de l'exploitation de Marx avec la théorie de la domination de Bourdieu, nous avions vraiment une classe sociale au sens marxiste du terme, c'est-à-dire une classe en soi,
avec des modes de vie, des niveaux de vie qui n'ont rien à voir avec les nôtres, et une classe pour soi, c'est-à-dire que c'est une classe qui est mobilisée pour défendre ses intérêts, qui a une conscience de classe incroyable. Pourquoi vous parlez d'un fonctionnement général, de comment tout Ouais. ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est pas venu d'un seul coup. Au fur et à mesure qu'on avançait dans ce travail, qu'on publiait, qu'on participait même à des films, on a essayé de varier les supports dès le départ le plus possible. Nous nous sommes rendus compte que l'État avait peu de. Enfin, l'État était absent dans leur organisation de classe, hein, que c'était en dehors de l'État, et que donc par la cooptation, ils décident qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Puis ils ont tous les relais, le botamandin, comme je l'ai déjà dit, pour entretenir. Ensuite, il fonctionne sans chef d'orchestre. C'est une expression de Pierre Bourdieu, c'est une orchestration sans chef d'orchestre. Autrement dit, chaque membre de cette classe, et c'est pour ça qu'il faut toute cette mobilisation, toute cette organisation, chaque membre de cette classe doit défendre en tout lieu et en tous instants les intérêts de sa classe. C'est pas A qui rend service à B et B qui va rendre service à l'autre, puis on va se rendre service comme ça. Pas le Non, don contre don, quoi. non, c'est vraiment, je suis tout le temps le représentant d'une classe sociale dont je vais défendre les valeurs, les intérêts économiques, politiques, voilà. Et alors, c'est très fort. Donc, chaque membre défend les intérêts de sa classe. Et puis ensuite, ils ont créé depuis très longtemps, hein, des instances de coordination qui sont très importantes et qui se créent à tous les niveaux de leur vie. Au niveau de l'espace géographique, hein, donc par exemple la villa Montmorency, qui En est 16e dans le arrondissement. 16e arrondissement. Alors, je ne sais pas si c'est toujours Vincent Bolloré qui est le président du syndic de la copropriété, mais voilà, c'est Ils enfin, passent pas par Nexity, eux? non, parce que justement, il y a aussi s'il y a un nouveau riche qui voudrait habiter la villa Montmorency, s'il montre pas patte blanche, voilà, ça pourra pas se faire. On s'arrangera pour que ça puisse pas se faire. Il y a toute cette mobilisation. Chacun prend ses responsabilités. On crée des trucs de coordination. Donc, le syndic de copropriété de la villa Montmorency, c'est Vincent Bolloré. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans les ghettos du Gotha, c'est que c'est le percepteur de l'arrondissement qui perçoit les charges. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, il y a une inscription dans l'État de la gestion des lotissements oligarchiques. D'accord. Donc ça, c'est très fort. Donc voilà, il y a plus voilà, c'est une petite parenthèse que je fais. Il y a pas les frontières que nous, membres des classes moyennes, on connaît entre le privé et le public. Il y a pas de conflit d'intérêts pour eux. Pour eux, dans les beaux quartiers, tout se tient, hein. C'est la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Alors donc je continue sur mon fonctionnement. Donc chacun est le représentant de la classe, de sa classe, et il défend en tout lieu et en tous instants les intérêts de cette classe. Ensuite, on crée des instances de coordination à l'échelle de la planète avec, je pourrais dire, Bilderberg, la Trilatérale, Davos, enfin, il y en a, c'est des nébuleuses institutionnelles absolument fabuleuses. Et puis, on en crée, mais c'est vraiment impressionnant. Alors, je pourrais donner un exemple que je connais bien, c'est le Bois de Boulogne, hein, puisque le Bois de Boulogne, cette classe a décidé que c'était son parc, puisqu'ils habitent à l'ouest, tout près de ce Bois de Boulogne. Et du coup, il y a 20 associations de défense du Bois de Boulogne, l'une qui peut être spécialisée sur le jardin d'acclimatation, une autre sur une autre partie, etc. Il y en a 20. Et puis, il y en a une 21e qui s'appelle l'association de coordination des associations de défense du Bois de Boulogne. Voilà. Et du coup, ils sont toujours dans du collectif. Il y Mmh. a au fond, même si ça va te faire hurler, vous faire hurler, nous avons rencontré une forme de communisme, de luxe et de pouvoir, tout en haut de la société, avec une organisation, qui fonctionne, évidemment parce qu'ils sont moins nombreux que nous, qu'ils ont les richesses et les pouvoirs. Et surtout qu'ils ont une conscience de classe. Oui, c'est ça.
Qui est le dernier, qui est le point essentiel peut-être, qui fait qu'ils arrivent à s'organiser en ayant Bien conscience de sûr qui ils qu'il a sont et contre qui ils se battent. absolument, ça c'est tout ce qui relie la conscience, c'est tout ce qui relie, tout ce que je viens de dire et qui passe la conscience de classe, elle passe beaucoup par, comment on pourrait dire? La sociabilité mondaine. C'est-à-dire ils sont toujours, franchement, en train de faire la fête, en train de danser dans les cercles, enfin, c'est un milieu très festif, très, alors ils ont les moyens, hein, c'est pas ils s'en servi, je veux dire, c'est mais souvent dans les chercheurs au CNRS, ils voyaient cette sociabilité mondaine plutôt comme quelque chose de décati, quelque chose du passé, tout Boire un verre, voilà. Mais là, non, c'est comme ça. Je veux dire, eux, il y a pas le travail et les vacances, rien ne se passe comme dans les autres milieux. Tout est toujours coordonné, mélangé, voilà et donc quand ils font la fête, et en fait, ils travaillent. Mais ils travaillent pas, mais ils travaillent parce que, évidemment, c'est leur sociabilisent, ils ça, font du réseau. voilà. Et justement sur ça me permet de faire une petite digression sur les cercles. Parce que du coup, il y a la question des rallyes quand on est jeune, l'école, mais quand on est adulte, il y a la question, des cercles de sociabilité, dont un qui est d'ailleurs un des plus connus, qui est assez peu évoqué dans le livre, mais c'est juste pour l'exemple, qui était par exemple le Siècle, qui était un des cercles parce que c'était, dans Les Nouveaux Chiens de Garde, dans le Mmh. documentaire, il était mis en lumière où là se retrouve en fait, l'élite médiatique, politique, économique, du pays qui va manger un mercredi par mois, c'était à l'Automobile Club, je Oui, crois, à maintenant, l'époque. c'est au cercle de l'Union interalliée. Et du coup, bah et là, on se dit: «Mais en fait», quand on voit, de ce qui est dit dans les médias, à l'assemblée et cetera, on se dit: «Mais en fait, ils ont bien discuté, peut-être avant». Mais comment ça fonctionne, tous ces cercles justement qui, du coup, entretiennent cette conscience de classe? Alors d'abord, les cercles, comme tout le reste, ils sont nombreux, ils sont variés. Ce sont des lieux de condensation, véritablement de l'excellence sociale. Les membres sont recrutés par cooptation, par tout un système, assez compliqué de double parrainage, d'enquête, de réflexion, voilà. On ne recrute pas comme ça sur un coup de baguette magique quelqu'un dans un cercle comme le Cercle de l'Union interalliée, le Jockey Club, l'Automobile Club, le Travelers Club, le Maxim Business Club, pour les noms qui me viennent comme ça à l'esprit. C'est le résultat d'une cooptation sociale, ça c'est important et puis, après ces cercles, c'est justement des lieux parmi d'autres, hein, de coordination. Les rallyes, c'est des lieux de coordination, les cercles, c'est des lieux de coordination, des instances institutionnelles, j'ai déjà dit Bilderberg, la trilatérale, la le toutes sortes de liens avec les cercles de l'oligarchie à l'échelle de la planète. On va approcher à peu près, de la fin de notre émission. Je voulais quand même qu'on ait, un passage sur Emmanuel Macron, que vous appelez le président des ultra riches. Mmh. Hem, En quoi Emmanuel Macron, en particulier, il est le défenseur de toute cette caste dont on vient de parler pendant l'entretien? C'est-à-dire que c'est pas tant Emmanuel Macron en tant que tel, c'est plutôt quelqu'un qui a été choisi, qui a été coopté pour des qualités qui lui appartenaient, pour, aussi des situations où il y avait plusieurs choix. Puis finalement, c'est lui qui a paru à un instant T, pouvoir, constituer un storytelling, qui ait des chances de fonctionner. Parce que lui, il est né en province, à Amiens et après il a eu un parcours, qui, a plu, à l'oligarchie. Il s'est quand même retrouvé associé gérant dans la banque Rothschild très jeune. Et il avait les atouts, il y avait aussi Fillon et donc et en fait, là, quand on regarde les résultats électoraux, dans les beaux quartiers, voilà, on voit bien qu'il mise sur 2 chevaux, pas sur un seul et puis après au second tour, il se rallie à celui qui peut l'emporter. Mais en quoi ça politique quand même dans le président des ultra riches? Vous Mmh. expliquez que toutes les mesures fiscales mises par Emmanuel Macron, c'est les plus beaux cadeaux, Ah bah, c'est fait aux riches, avec notamment la flat tax. alors, c'est-à-dire que c'est un tout. Alors, Emmanuel Macron devait faire cette énorme réforme fiscale, en principe en 2019, 2 ans après, son élection.
Et puis, il a subi de telles pressions, parce que les oligarques, disons les capitalistes, ont dû se dire: «Bon, là, il faut qu'il fasse le job tout de suite», parce que quand même, ce qu'il a fait, c'est un coup de force incroyable. Alors je le résume très vite. Donc il a, dès octobre 2017, supprimé, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, et c'est pas rien. C'est-à-dire que, ce qu'il a fait, il a supprimé les impôts sur les valeurs financières des plus riches, c'est-à-dire tout ce qui est actions, obligations. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, nous, on a pu, grâce à Laurent Fabius, quand il était ministre de l'économie et des finances, on lui a écrit, on lui a demandé s'il pouvait nous aider à pouvoir travailler avec les hauts fonctionnaires de la DGI, la Direction générale des impôts. Ça se passe en 1999. Et donc, nous n'avions pas accès. On voulait travailler sur les 100 plus riches de l'ISF. On ne pouvait pas avoir accès au dossier parce que c'est le secret absolu. Mais par contre, il a dit OK pour que vous posiez vos questions aux fonctionnaires de la DGI. Et puis après, les résultats, quand vous les aurez, vous pourrez publier, mais en ayant eu mon aval. Donc, tout s'est très bien passé. Mais alors, ce qu'on a découvert en 1999, ça, on ne pouvait pas en croire nos yeux, c'est que les actifs financiers, les valeurs financières représentaient déjà 97,5% de la richesse des 100 plus Donc riches. c'est pas les châteaux, c'est pas les c'est Ils le ont tout ça en plus, mais je veux dire, c'est mais en c'est le pourcentage. capital économique, Voilà, c'est le capital financier, le capital économique, le capital financier surtout, qui est vraiment le. Alors, et alors aujourd'hui, évidemment, ça n'a dû faire que s'amplifier, que voilà. Alors ça, le supprimer l'ISF, donc, pour les ultra riches, hein, puisque du coup, c'est bien pour l'explication pourquoi on est passé du président des riches au président des ultra riches. Là, c'était un cadeau aux plus riches, vraiment aux plus Mmh. riches. Et donc, c'était le stock, le stock. Mais ce stock de valeurs financières, il produit chaque année des revenus du Mmh. capital tout à fait considérables. Donc, il fallait en même temps créer le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, tu as appelé ça la flat tax, Oui, voilà. 30 du coup sur Non, non, c'est pas je 30. sais, c'est pour ça que Ah, voilà, tu me tends le je piège. tendais le piège. Ouais. Alors, On dit c'est 30, en gros, c'est une taxe unique de 30 sur les dividendes. voilà. Alors pourquoi c'est pas une taxe de 30? Ah ben parce que c'est 12,8%. Et surtout, donc il supprime la solidarité en supprimant, l'ISF, et il supprime la progressivité de l'impôt avec le prélèvement forfaitaire unique. Et pour cacher la gravité, du niveau très bas d'imposition désormais des revenus du capital, ils ont dit que c'était 30%. Et la réalité est tout autre, c'est 12,8%, parce que pour cacher l'ampleur du cadeau, ils se sont dit, bah, pour les riches, on va compter la cotisation sociale, CRDS, etc. Et tandis que quand on parlera des salaires des travailleurs, évidemment, sinon, nous, on dirait, c'est pas 45%, nous, on peut monter jusqu'à 45%, les salariés, ça ferait 65%, quelque chose comme ça. Et donc c'est ça qui explique que, au fil des années et là, chaque année, on dépasse des records de versement de dividendes parce que c'est devenu, le meilleur moyen de se payer à peu de taxes pour les plus riches. Exactement, exactement. Les rachats d'actions et les dividendes, tout ça, c'est compris là-dedans. Et en plus, ils payent pas de cotisation sociale. Mais alors, ce qu'il y a de très important, c'est qu'il n'y a pas que ça. Parce qu'il a reconduit le CICE, le crédit impôt, voilà, pour Compétitivité emploi, merci, mise sous François Hollande, il l'a pérennisé même, parce qu'avant c'était un crédit pérenniser. d'impôt, maintenant c'est une baisse de cotisation sociale, pérennisée Voilà, dans le temps. exactement. Et là, c'est encore des milliards d'euros. Il a pérennisé aussi le crédit impôt recherche, qui évide l'État de ses finances publiques. L'État a été vidé de ses finances publiques avec l'école. Alors là, je me suis quand même marquée parce que chaque fois, j'arrive pas à m'en souvenir. Alors, des cadeaux pour les écoles. Voilà. Alors, donc là, les finances publiques. Non, alors j'arrive même pas à me relire. Alors, donc oui, c'est ça. L'État paye pour l'enseignement privé, ça lui coûte entre 10 et 12 milliards d'euros par an, hein, pour financer. Mais il y a des choses beaucoup plus graves. J'ai vu par France Info, une enquête de France Info,
que le nombre d'heures d'enseignement financé par l'État dans chaque lycée privé, rapporté au nombre d'élèves, sont très, très nettement supérieures, donc dans le privé sous contrat, à celles du public. C'est-à-dire que c'est des cascades d'avantages des finances publiques au service de l'enseignement privé. J'ai une toute dernière question et après j'aurai un petit jeu à vous proposer de réponses tac au tac. Je vous ferai 2 propositions et vous devrez en choisir une, mais Honnête. on va essayer. Juste une dernière question, à la fin, de ce podcast, qu'est-ce qu'ils doivent, faire, nos auditeurs là, une fois qu'ils ont entendu ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Eh ben, je dirais qu'il faut prendre, on peut prendre, exemple, ça serait pas tout à fait, sympa de dire les choses comme ça, mais en tout cas, réfléchir aux résultats de nos enquêtes, aux résultats, de nos recherches, parce que au fond, eux, ils sont unis, ils sont solidaires et c'est ce qui explique qu'ils aient toujours des longueurs d'avance sur nous. Nous, on est Mmh. toujours en train de courir après. Eux, ils ont le recul, ils sont à l'avance, ils sont bien organisés, mobilisés et du coup, ils sont toujours prêts à tuer la critique sociale dans l'œuf et nous, on est toujours les dindons de la farce, si je puis dire. Unité donc, unité et coordination. Voilà, oui, unité, émancipation collectivement partagée et coordination. C'est ça le vraiment et si vous voulez, j'irai même un tout petit peu plus loin, avec la notion de psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire, je pense vraiment que, les institutions, toutes les institutions doivent être soignées, les militants doivent être Mmh. soignés, doivent toujours, penser à leur propre psychisme parce que souvent quand on est militant, rien que l'engagement, on se croit dédouané de toute introspection psychique et c'est les guéguerres, des égos tels qu'on on connaît et ça aujourd'hui, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, nous devons réfléchir à cela. Nous avons les moyens de réfléchir, d'être unis dans nos différences. Jamais, jamais nous sommes beaucoup trop nombreux. Nous ne pourrons pas séparer, c'est juste pas possible. Donc de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous devons apprendre à savoir, coopérer, à savoir collaborer ensemble, à savoir faire un collectif, qui nous permette de prendre le pouvoir, de sauver l'habitabilité de la planète. C'est un rendez-vous historique que nous avons aujourd'hui et j'espère que nous arriverons à être à la hauteur. En tout cas, sachez que vraiment j'ai salué, François Ruffin avec sa belle idée du nouveau Front populaire, parce que je crois que c'est lui qui a sorti l'expression, le 1er, que j'ai jamais été aussi heureuse que ce 7 juillet, si je me trompe pas dans les dates, après voilà. Mais, est-ce qu'on va arriver à poursuivre sur cette dynamique? C'est absolument décisif et si on ne le fait pas, ben c'est qu'on n'est pas, on n'est pas en cohérence. On doit être en cohérence avec nos engagements, avec nos idées et la réalité du fonctionnement des institutions dans lesquelles nous sommes. Merci beaucoup Monique Persson-Charlot. Je vais avoir un petit dernier quiz en tac au tac et comme ça je peux vous libérer, pile à Je l'heure. ne sais pas si j'ai envie de répondre. Ah bah, c'est à vous, vous êtes libre. Le meilleur ami des riches, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron? Ben, je dirais tous les 2, chacun au moment, où ils ont été présidents. Ils ont fait le job parfait et chaque fois avec des crans de cadeaux aux plus riches, de plus en plus généreux au fur et à mesure que le système capitaliste dans cette phase néolibérale se radicalise, se radicalise, se radicalise. Faut-il augmenter les impôts ou leurs impôts? Leurs impôts. La lutte des classes, c'est dépassé ou c'est futuriste? Ben, elle est complètement dépassée. On est passé à la guerre de classe et cette guerre de classe, c'est les plus riches qui la mènent et c'est eux qui sont en train de la gagner. C'est une phrase de Warren Buffett qui date de 2005 et qui devrait nous faire réfléchir parce que chaque fois, on entre toujours dans plus de prédation, toujours plus de violence, toujours plus de guerre, toujours plus... Plutôt vivre pauvre au milieu des plus riches ou vivre riche au milieu des plus pauvres? Ça, je ne vais pas répondre à cette question. Plutôt impôt sur la fortune ou abolition de la propriété privée? Ah ben là, c'est clair que c'est l'abolition de la propriété privée. Alors, pas la propriété privée d'usage, ça c'est très important pour les auditeurs. Parce que quand on s'est acheté une maison, qu'on s'est acheté quelque chose, un bien, des terres, enfin,
à usage, pour la famille et tout ça, ça tombe pas du tout sous le coup de la définition du capitalisme. C'est bien, tout ce qui permet le capitalisme, ce sont des titres de propriété qui permettent la prédation, des travailleurs, des animaux et des végétaux. Le pillage, c'est très différent. Et toute dernière question, quel sport de riche préférez-vous? Le golf ou le polo? Je choisirais moi je préfère ma petite promenade du matin que je fais, le Entre n Bourg-la-Reine et Neuilly. le nez au vent, toute heureuse. Très bien, merci beaucoup Monique Passon-Charlot. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier podcast pour le journal Fakir. J'espère que vous aurez plaisir à écouter aussi les prochains. Merci à toutes celles et à ceux qui nous ont écoutés. Et puis en fait, on est passé donc de... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé de la lutte des classes à la guerre de classes et qu'en face, ils s'organisent et il ne reste plus qu'à nous de nous organiser, de nous coordonner, de faire en sorte de la gagner. Merci beaucoup Monique Passon-Charlot. Merci à vous.